cet état des lieux, on le fait d'une manière globale et après on essaie de le descendre dans les équipes. L'idée c'est que chacun se sente responsable d'une partie de cette empreinte carbone. De se dire, ah mais oui, tiens, telle feature que j'ai développée, je vois une évolution négative de l'empreinte carbone ou positive. Et ça, c'est intéressant. Et aller jusqu'à faire entrer ça dans les métriques que suivent les équipes, ce qui leur permet de, effectivement, se mettre même des objectifs. Bonjour à tous et à toutes. C'est la 3e vidéo aujourd'hui de la série Paroles de CTO avec un job à Nantes. Dans ce format, on reçoit des décideurs tech pour parler des sujets qui sont importants. Et aujourd'hui en particulier, on va parler du numérique responsable. C'est un sujet qu'on aborde très régulièrement sur We Love Devs. On parle parfois d'éco-conception, parfois de Green IT, parfois de diversité et d'inclusion, parfois d'accessibilité, de RGA et de choses comme ça. Les entreprises s'impliquent dans de nombreux sujets RSE et l'IT aussi. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, on a 2 invités. Le premier, c'est Benoît Jacquemont, cofondateur et CTO de Akeneo. Akeneo, c'est une solution SaaS pour diffuser des expériences produits engageantes et sur des canaux de vente avec agilité et précision. Dans le métier, on appelle ça un PIM, mais Akeneo, c'est plus qu'un PIM. C'est correct? C'est correct. Bonjour Damien. Bonjour. Benoît, Akeneo, c'est une scale-up bien implantée dans le décor ici à Nantes. C'est vraiment une des 3 premières qu'on cite en général. Est-ce que c'est une future licorne, décacorne, un centaure? C'est quoi votre animal totem dans le bestiaire de la French Tech? Nous, clairement, c'est le centaure. La licorne, donc le fait qu'une entreprise soit valorisée à 1 milliard, c'est très lié à l'état de la bourse, à l'état du marché, donc c'est très très mouvant. Le centaure, c'est une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, donc c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus basé sur la réalité économique de l'entreprise. Et c'est ça qu'on va rechercher, surtout vu l'état de la situation économique. Pour faire une boîte à 100 millions de chiffre d'affaires, il faut être international, worldwide. Je ne sais pas si c'est absolument nécessaire. Nous, c'est ce qu'on vise. En tout cas, notre marché est international, donc on a besoin d'être international. Oui. Ok, cool. Damien Villeneuve, tu es CTO chez Biap depuis 9 ans. C'est une agence de développement mobile à l'origine, mais aujourd'hui, vous faites beaucoup de web aussi et vous êtes identifié sur le numérique responsable. Est-ce que c'est correct? C'est exact. Damien, j'ai une question. J'ai vu que tu avais été dev PHP dans le tout début de ta carrière, hein, c'était un stage, et que c'est une techno-bac chez Biap aujourd'hui. Est-ce que le PHP, c'est chez Biap parce que tu aimes ça? J'ai une relation assez conflictuelle avec PHP. J'ai aimé ça à mes tout débuts, je l'ai détesté ensuite, j'ai re-aimé, j'ai redétesté au fur et à mesure des nouvelles versions qui sortaient. Aujourd'hui, je suis un peu réconcilié avec le langage. Je trouve les dernières versions, notamment la PHP 8.2, commencent à ressembler à du vrai langage typé, donc ça commence à être vraiment plus agréable. Et on a aussi un choix un peu rationnel avec nos clients, puisqu'on promet de la réinternalisation. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des ressources sur du PHP que sur d'autres langages qui pourraient exister sur des backends. Comme le Java? Comme le Java, par exemple. Même si on en trouve aussi énormément, hein, mais force est de constater que le PHP se trouve facilement. Depuis le début de l'année, en gros, l'an dernier, sur We Love Devs, le PHP, c'était assez pénurique et le JavaScript, c'était 3 recrutements par semaine à tour de bras, quoi. Et cette année, c'est le Java qui est pénurique. Tout le monde veut du Java 4 ans d'expérience. Et le PHP, on en a plein en stock. Parce que, encore une fois, il y a plein de juniors qui font du PHP et qui sont disponibles sur le marché et pas forcément de postes en face. Donc effectivement, quand on veut recruter sur du PHP aujourd'hui, c'est limite plus facile que sur du Java, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour nos clients, c'est plutôt une promesse intéressante pour eux s'ils veulent réinternaliser les projets derrière. Ça a du sens. On discute ensemble aujourd'hui dans le cadre de Un Job à Nantes #Tech. Le dispositif regroupe une vingtaine d'entreprises de Nantes et de sa région. Le but, c'est de faire rayonner la métropole Nantes-Saint-Nazaire et son environnement tech pour vous inviter à venir vous installer dans la région et travailler dans les entreprises qui sont ici. Elles sont vraiment stylées. On vous invite à aller voir les annonces sur le job board de la cantine numérique nantaise. On vous invite également à suivre Un Job à Nantes sur les réseaux sociaux, sur la LinkedIn, sur Twitter. Ils vont faire des speed dating dans l'année, ils en ont déjà fait. Il y en a qui seront en ligne, il y en a qui seront en présentiel, il y en a qui seront à Nantes, il y en a d'autres qui seront à Paris. Donc suivez-les et venez rencontrer les entreprises, venez rencontrer les collaborateurs comme Benoît et Damien. C'est la 3e vidéo de la série. Dans la précédente, on a parlé de la culture de l'ingénierie et du produit avec notamment Cyril Mottier de Gens de Confiance, Aurélien Mas de Zinea et Sylvain de la Société Générale. Ajoutez cette vidéo à la watchlist, vous la regarderez juste après. Et en fin de vidéo, je vous parle de la prochaine vidéo qui sera publiée. Abonnez-vous pour la voir. Est-ce que c'est cool? Au programme aujourd'hui, on a 3 sujets. Sur YouTube, vous pouvez déjà retrouver le bandeau avec les sujets. Il y a la timeline, vous pouvez choisir où vous voulez aller dans la vidéo directement si un sujet vous intéresse le plus. On va d'abord, dans un premier temps, parler du Green IT, du FinOps et de ces sujets-là. Dans un deuxième temps, on va élargir au numérique responsable et à tous les enjeux RSE qu'il peut y avoir dans le numérique. Et enfin, on parlera de la démarche RSE de l'entreprise
dans la tech en particulier. Est-ce que c'est bon pour vous? Super. C'est parti. Alors le Green IT, c'est souvent le jumeau maléfique du FinOps ou l'inverse. Benoît, est-ce que le Green IT est venu avant le FinOps chez Akeneo? Non, le Green IT est venu avec le FinOps, pour être tout à fait honnête. Clairement, on avait des besoins de réduire nos coûts cloud. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, réduire ces coûts cloud, tu vas réduire également ton empreinte carbone. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Néanmoins, ce qu'on s'est rendu compte, c'est au bout d'un moment, c'est qu'il y a plus de subtilité parfois dans le GreenOps que dans le FinOps. Ouais. Typiquement, tu vas prendre 2 data centers. On a un des cas chez nous, on a un data center, on utilise un data center en Allemagne et un en Belgique. C'est d'un point de vue coût, c'est à peu près similaire. Sauf que l'électricité allemande étant extrêmement carbonée, en fait, l'empreinte carbone du data center en Allemagne est à peu près 2 fois plus élevée que le data center en Belgique. Vous passez par, quand tu parles du data center, vous louez chez un de ces providers ou est-ce que c'est du cloud? C'est du cloud, on bosse avec Google Cloud Platform. Donc tu changes de région pour réduire l'impact CO2, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose que si tu le reprends que par l'angle du FinOps, tu le vois pas, ce truc-là. Heureusement, via Google, on a tout un tas d'éléments qui nous permettent d'avoir un bilan par data center, par type de service, quelque chose d'assez poussé. Et en allant voir ça, on s'est rendu compte du workload qu'on avait en interne sur l'Allemagne, en fait, qui n'avait pas forcément de raison d'être en Allemagne, qui était plus historique. En fait, en le déplaçant en Belgique, eh bien, on réduit de quasiment 50% de nos émissions carbone. C'est aussi parce que du coup, quand tu passes sur la zone belge, tu es sur un DC qui appartient à GCP. Oui, il y a aussi ça. Et en plus, qui vont aller chercher l'électricité qui est produite, par exemple, aux Pays-Bas, qui est extrêmement peu carbonée. Donc, beaucoup plus d'énergie renouvelable comparé à l'Allemagne. Alors Damien, toi tu es dev mobile depuis plus de 10 ans. Hein. Le FinOps et le Green IT, c'était déjà des sujets sur le mobile parce que sinon on cramait la batterie, non? Exactement. Le mobile, de par sa nature, est forcément assez limité en énergie. Donc il faut faire attention à comment on développe les choses pour optimiser un maximum la durée de vie de la batterie. Sinon les utilisateurs se retrouvent avec un téléphone HS en milieu de journée et ça c'est juste pas envisageable. Donc ça fait partie inhérente du développement d'applications mobiles. Est-ce que tu crois qu'on nous l'a appris plus sur Android que sur iOS? Probablement, parce que iOS, ils ont l'avantage de bien maîtriser leur écosystème, donc tout est déjà assez optimisé finalement pour le matériel qui est dessus. Là où sur Android, on va avoir un éventail d'appareils qui est hyper large. Je crois qu'aux dernières nouvelles, on était sur 8000 appareils existants sur Android, 8000 appareils différents, plus ou moins bien réalisés, sans citer de nom particulier, mais en tout cas, le parc Android est assez hétérogène et peut être plus compliqué pour maîtriser la consommation énergétique. Ouais, c'est ça, parce que si tu fais n'importe quoi sur iOS, l'OS il va t'envoyer balader, quoi. Dans les deux cas, oui, ils le font. Maintenant, aujourd'hui, dans les deux cas, ils t'enverront balader si tu fais n'importe quoi. Il y a 10 ans, Android le faisait pas. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Clairement. Est-ce qu'au final, quand on fait des applis mobiles, quand même, l'impact GES, c'est tous les smartphones qui sont rachetés parce qu'on a augmenté le poids des applis mobiles. Je vois ma belle-mère, on lui a acheté un téléphone, on a mis 250 gigas de stockage. Elle a l'impression de nager dedans parce qu'avant, elle était obligée de désinstaller une appli pour faire une photo, quoi. Tu as plusieurs éléments finalement sur l'empreinte carbone sur la partie application mobile. Tu as l'application en elle-même et sa consommation, tu as le nombre d'applications qui sont installées forcément. Mais tu as aussi l'appareil en lui-même et mine de rien dans toute cette démarche, ce qui est important aussi, ça va être de faire en sorte que les applications puissent tourner sur un maximum d'appareils pour pas être obligé de renouveler son appareil si tu veux installer la dernière application. Malheureusement, ça peut arriver dans certains cas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement... Parce que typiquement sur iOS, la politique, c'est souvent de supporter à N-1 les versions d'iOS. Mais des fois, dans certains cas, tu as des audiences qui sont à N-3, N-4 et tu le fais. Mais est-ce que maintenant, du coup, c'est une démarche de... Tu vois, est-ce que maintenant, on va aller chercher N-2 pour pérenniser un peu les smartphones, quelque chose comme ça? Alors effectivement, c'est un vrai enjeu. Nous, on est sur N-2 depuis pas mal d'années déjà, sur iOS. Sur Android, c'est plus compliqué à jauger, mais globalement, on va chercher jusqu'à Android, que je dise pas de bêtises, la 7 ou la 8, je crois actuellement, je sais plus exactement. Ouais, parce que de toute façon, sur Android, les 3/4 des dépendances, c'est le Play Store. Hein. Ouais, quasiment. Mais voilà, la démarche est quand même d'aller augmenter cette version minimale des OS à les supporter. Sur iOS, donc par défaut, on est sur N-2, on peut aller pousser à N-4 sur certains. Par contre, ça demande quand même un vrai surinvestissement au développement parce que c'est beaucoup de conditions à gérer. Une fois qu'on a décidé de réduire les émissions en CO2, c'est quoi les étapes? Comment on construit une feuille de route? Alors, la feuille de route, c'est déjà de passer l'information aux différentes équipes. C'est déjà de faire... On fait cet état des lieux, on le fait d'une manière globale.
Et après, on essaie de le descendre dans les équipes. L'idée, c'est que chacun se sente responsable d'une partie de cette empreinte carbone. De se dire, ah mais oui, tiens, telle feature que j'ai développée, ben, je vois une évolution négative de l'empreinte carbone ou positive. Et ça, c'est intéressant. Et aller jusqu'à faire entrer ça dans les métriques que suivent les équipes, ce qui leur permet de, effectivement, se mettre même des objectifs. C'est la loi de Conway appliquée au CO2 ? Oui, complètement. C'est la loi de Conway, ouais. Donc, on part aussi, on a mis un objectif au niveau de l'entreprise qui est de cette année de réduire de 30% l'empreinte carbone par client qu'on a chez nous. Et après, c'est descendu au niveau de chaque équipe et chaque équipe décide de comment ils vont réussir à mettre en œuvre leurs actions. Vous avez une infra pour chaque client, vous êtes capable de dire chaque client, il a... vous avez pu mettre un indicateur de CO2 par client ? Alors, on peut le mettre, on fait un indicateur de CO2 par client, néanmoins l'infra n'est pas par client, donc c'est du multitenante. Donc après, en plus c'est élastique, donc on fait plutôt une moyenne. Ouais. Néanmoins, ça permet quand même d'avoir une bonne idée. Si on a, l'infra va quand même augmenter avec le nombre de clients, donc en faisant la moyenne, ça nous donne une bonne idée de la consommation par client. Et donc là aujourd'hui, parce que pour avoir quelque chose qui est au niveau du client, c'est une estimation comme indicateur. C'est quoi les éléments de base qui vous permettent de construire les indicateurs ? Vous avez un coût par VPS ou quelque chose comme ça ? Alors, on va le faire avec, justement, je dois en parler un petit peu, Google nous donne beaucoup d'éléments par service, par exemple, VM, effectivement. Alors, ça va au niveau de la VM, mais ça va aussi, par exemple, tu utilises des bases de données managées par Google. Et bien, dans ces cas-là, ils sont capables de te dire une base de données managée. En tout cas, votre utilisation de cette base de données a un taux d'émission de carbone de temps. Du coup, et alors ça va varier en fonction de la bande passante, en fonction du nombre de données qu'il y a dedans ? En fonction du nombre de données, en fonction des traitements que tu réalises sur la base de données, en fonction de la bande passante utilisée. Ils ont quand même des capteurs à pas mal d'endroits chez Google qui leur permettent d'être très précis. Et donc de te fournir toi, en feedback ce type de métriques. Avec nous, on paye pas le stockage, on paye la bande passante sur la base de données. Ça nous encourage à bien optimiser les crawls parfois. Les crawls qui passent tous les jours, s'ils tapent 3 gigas par jour, ben à la fin du mois, ça fait 60 gigas et on les paye, quoi. Donc, si on n'a pas un indicateur CO2, on les regarde pas, mais c'est vrai que si on avait un indicateur CO2 sur la base de données, je serais curieux de voir ce que ça donne, tu vois. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est effectivement, un peu comme tu disais, le traitement. En fait, le nombre de traitements que tu fais sur la base qui a un plus gros impact que le stockage en lui-même. Vous avez des procédures stockées, des choses comme ça ? Non, on n'a pas forcément de procédure stockée, mais effectivement, comme tu disais, des crânes qui se réveillent régulièrement ou une application qui est mal faite, tu vois, une requête qui est mal faite, qui va consommer plus de temps, eh bien, tu vas avoir un gain en termes de consommation de CO2 à la réduire, et ainsi qu'un gain de performance. Ouais, c'est ça, parce que quand on est bourrin, on met le chrone toutes les minutes. Ouais. Et à la fin du mois, on fait on pourrait diviser la facture par 3 en faisant toutes les 3 minutes au lieu de toutes les 2, quoi. Effectivement, ouais, je vois. Et c'est intéressant parce que ça change la façon de penser. Alors, tu mets ton compte toutes les minutes, tu dis, de toute façon, j'ai la machine, le fait que je le lance toutes les minutes ou pas, ça change rien, mais non. En fait, tu changes le fait de montrer aux gens, ça met en place une prise de conscience et du coup une prise d'action de leur part. Ok. Damien, chez vous, ça peut être quoi les actions à prendre pour réduire le CO2 ? Du coup, il y en a pas mal. Déjà, ça va être de pouvoir chercher à développer de manière un peu plus frugale en termes de consommation de données, par exemple. Donc, on va travailler sur les API, la communication avec le serveur, donc au travers des API. On va essayer de réduire et d'optimiser les API pour un usage mobile. Souvent, on peut se retrouver avec des API très axés web, là où l'usage va être assez différent, et en mobile, on va avoir besoin de consommer ça de manière très différente. Parce que là, du coup, pour redonner du contexte, c'est vrai qu'à l'époque de l'iPhone Edge, si on n'avait pas du JSON, juste ça marchait pas, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai que... Mais du coup, on avait tendance à refaire des API ou à faire des proxys qui nous donnent des JSON plus compacts ou plus légers. Mais maintenant, c'est vrai que les applis mobiles, on a la 4G, on peut aller chercher 4G, des gros XML dégueulasses. C'est ça, on pourrait tomber dans le travers d'aller bouffer des gros volumes de données directement, parce qu'en soi, pourquoi pas, ça passe. Mais en fait, c'est pas le but. Là, l'idée, ça va vraiment être de rationaliser au maximum cette partie-là. Après, comme je disais, c'est la consommation par l'achat de nouveaux appareils qu'il faut essayer de réduire au maximum. Donc, essayer d'inviter les utilisateurs à pouvoir pousser la durée de vie de leurs appareils au maximum. Et ça, du coup, on regarde les traitements. On regarde les traitements, on essaie de faire en sorte que l'application soit pas trop gourmande en CPU aussi, ni en mémoire, parce que les vieux appareils ne pourront pas la supporter. De faire en sorte que forcément ça tourne sur les vieux OS, parce que les vieux téléphones ne pourront pas faire les dernières mises à jour, donc ils ne seront pas disponibles pour ces applications si on ne supporte pas les vieux OS. Et aussi l'empreinte sur le stockage, forcément. Est-ce que on va optimiser l'affichage, le nombre de repaint et des choses comme ça? On le faisait pour des raisons de performance, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire pour des raisons énergétiques?
On le fait majoritairement pour des raisons de perf, mais ce qui est complètement lié à des raisons d'énergétique aussi en fait. Ouais. Puisque si tu vas pas, si tu vas réduire ton nombre de repaints pour avoir de la performance, c'est aussi du temps de traitement et de calcul qui est pas consommé, donc c'est de l'énergie qui est pas consommée non plus. C'est complètement lié. Ouais. Même après, il y a une part de responsabilité de l'utilisateur final. Tu vois, mon téléphone fait du 90 Hz. Quand je le passe à 60 Hz, il tient plus longtemps, quoi. J'économise quasiment 2 heures d'autonomie sur la journée. Les utilisateurs, ils ont c'est quoi la responsabilité des utilisateurs dans Green IT? Parce que par exemple, tu as fait une application qui est optimisée, et puis les utilisateurs, après, ils vont faire des selfies en 4K, ils vont te uploader du contenu qui peut être très lourd. Est-ce qu'il y a un effort à faire pour faire comprendre aux utilisateurs finaux qu'ils ont une part de responsabilité dans la performance et dans l'impact CO2 de l'application dans le run ensuite, quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, sur les applications qu'on développe nous, si par exemple il y a de la photo à faire, pour reprendre ton exemple, on va pouvoir préconfigurer la qualité de la photo qui sera prise, la réduire et faire en sorte qu'il ne soit pas sur du 4K. C'est du stockage énorme qui va être généré. Après, il faut l'envoyer sur le serveur pour le stocker. C'est complètement délusoire. Et par contre, pour l'usage de l'utilisateur sur son appareil avec les autres applications, qui peuvent être aussi des applications préinstallées, là c'est plutôt de la sensibilisation au quotidien qu'il faut faire. Alors, au travers de notre app, je ne pense pas que ce soit le bon vecteur, mais c'est des campagnes de sensibilisation qui peuvent être faites à l'extérieur. Les applications sur lesquelles vous travaillez, il n'y a pas de grosse charge serveur, vous avez rarement plus d'un serveur qui tourne en face. Ça dépend. Alors pour les serveurs qui sont chez nous, généralement ça va plutôt être sur des projets de moyenne volumétrie, donc effectivement on n'a pas des gros enjeux de charge. Par contre sur les applications plus importantes comme les serveurs les applications de 20 minutes par exemple, là je sais qu'ils ont des infrastructures beaucoup plus grosses, mais c'est eux qui gèrent leur infra. Ouais. Là, on n'a pas forcément la main dessus, mais je sais qu'ils sont en démarche de numérique responsable justement. Donc ils vont travailler sur cette partie-là. Parce que Benoît, c'est une thématique qu'on a revue plusieurs fois dans les conférences à la Devox, etc. cette année. Le Scale to Zero, c'est devenu le sujet des ingés Kubernetes en 2023. Ouais. C'est un sujet Green IT aussi? C'est complètement un sujet Green IT. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet FinOps, je pense avant tout, qui a un effet sur le Green IT. Effectivement, quand on parle de scaling, pendant longtemps, ça a été à quel point je suis capable d'absorber les pics de charge, à quel point je suis capable d'absorber. Tu vois, mon site, il passe dans une émission de télé un dimanche soir, il faut que je sois capable d'absorber ça, donc il y a du scale-up. Et longtemps, ça a été, ok, je peux tenir la charge, mais les gens ont laissé tomber un petit peu ou ne sont pas intéressés tout de suite à comment est-ce que je réduis en fait l'empreinte de mon système en termes de ressources et donc en termes d'émissions de carbone. Et ça devient de plus en plus un sujet parce que effectivement, déjà, ça coûte cher d'avoir des serveurs que tu laisses traîner parce que à un moment, tu as scalé et t'es monté en charge et donc tu as besoin à un moment t'as laissé traîner et tu ne redescends pas. C'est un des problèmes particuliers du scale down, vraiment de réduire la charge, c'est qu'est-ce que tu fais avec les applications qui continuent à tourner. Donc c'est souvent un sujet qui a été, oh là, on va laisser tourner les applications et puis comme ça on laisse les serveurs tourner et donc ça te coûte cher. Avec le sujet FinOps et Green IT, c'est effectivement un besoin maintenant de descendre et donc d'aller comprendre le comportement des applications quand tu vas leur couper un serveur. Ouais. Donc tu as besoin de mettre en place des proxys, des choses comme ça. Sur le multi-tenant, il y a déjà des outils en fait finalement qui servent à faire ça, non? Sur du Kubernetes, tu as tout ce qui est le HPA qui va te permettre de monter et descendre, mais il faut que ton application elle soit au minimum stateless pour dire et puis que tu as un minimum de comportement intelligent de ton application. Kubernetes, il va dire bon j'ai moins de charge, j'ai besoin d'enlever un des nœuds du cluster, un des serveurs du cluster. Donc il faut que ton application elle puisse recevoir un signal de Kubernetes qui lui dit attention, je vais arrêter le nœud sur lequel tu es en train de tourner. Donc l'application, il faut qu'elle s'arrête correctement. Tu vois, pas au milieu d'une request, en renvoyant en 500 un peu sale à la fin. Donc il faut qu'elle l'arrête correctement. Et ça, c'est pas si évident que ça finalement. Ouais. Et donc il y a plein de choses qui permettent de le faire. Donc, mais il faut travailler dessus et il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ton Kubernetes il va envoyer le signal, ton application va dire ok, laisse-moi 5 minutes, je m'arrête, et après donc ton serveur s'arrête. Et puis j'imagine que du coup, parce que les ingés backend quand ils font des fonctions du serverless pour des functions que du serverless, mais la première fois qu'ils en font, ils sont étonnés de voir le call start. J'imagine du coup si tu fais du scale to zero, t'as un call start quoi. T'as un call start quand tu up de nouveau. Ouais. Et tout à fait. Oui. Donc voilà, tu peux jouer un petit peu avec du buffer. Nous, on sait qu'il y a 70% de la charge. Ouais. On augmente en fait les ressources disponibles dans le cluster. Est-ce que tu peux planifier des ressources à l'avance aussi?
Bon, alors, pas forcément nécessaire dans le sens où, si par exemple, tu as des fortes charges liées à des choses périodiques, de toute façon, ça va avoir un effet sur la charge de ton système. C'est-à-dire, par exemple, le use case, c'est iRobot, le 25 décembre au soir, tout le monde va connecter son robot en même temps, quoi. Donc, il demande à AWS de chauffer les fonctions, tu vois. Oui, tu peux avoir des cas comme ça. Mais en théorie, tu es censé être capable de le traiter de la même façon que les autres cas. C'est une question de vitesse, d'accélération de la montée en charge. Ouais. Donc, tu mesures du coup le temps de réponse. Ça, c'est un sujet parce qu'effectivement... ça revient, il y a des années on en reparle, des années on en oublie, mais quand on est stateless, le temps de déploiement de l'application, il doit être bon, quoi. Oui. Et mettre un deuxième serveur, ça doit pas prendre 5 minutes. Sinon, on monte pas en charge vite, quoi. Oui, ça doit pas prendre 5 minutes, mais tu as des impondérables et des incompressibles qui viennent de ton fournisseur. Et ça, du coup, c'est aussi lié au fait que la mode de faire des images Docker, etc., ça fait quand même des gros mouvements réseau. On peut pas déployer en moins de 2 minutes une grosse image qui fait 1 téra, quoi. Non, alors tu vas éviter de faire des images qui font 1 téra déjà. Ouais, déjà. Ouais, non, mais voilà. Et puis l'autre point. Mais même une image de 1 giga en fait. Oui, alors, mais ce que tu vas arranger, c'est que ta registry, tu vas la placer au plus près de ton cluster. Ouais. T'as des choses comme ça. Mais oui, il faut savoir que, par exemple, chez Google, tu peux avoir entre 30 secondes et 1 minute pour avoir un nouveau serveur dans ton cluster. Ouais. Mais du coup, il vaut mieux pas déployer du code plutôt que des builds, tu vois. Tu veux dire par des fonctions, du serverless, des choses comme ça? Non, mais là aujourd'hui, par exemple, en fait, tu vas avoir des DevOps qui vont builder leurs images et avoir un repository d'artefacts et ensuite ils vont déployer du coup des images, tu vois. Et t'en as d'autres qui vont qui vont pousser le code sur l'infra et le code il va être buildé sur l'infra, tu vois. Donc plus le code est compilé proche de la machine, en final le code ça se compresse bien, c'est du texte, quoi. Alors qu'une image c'est pas compressible facilement, quoi. Ouais, enfin, t'as beaucoup de pratiques quand même de réduction de la taille des images qui font que tu peux réduire ça. Et puis, comme je disais, tu les mets au plus proche de ton système. Néanmoins, t'as raison, ça à prendre en compte quand tu vas ton scale-up n'est pas instantané. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y a un déplacement de la responsabilité? C'est-à-dire qu'avant, la consommation en courant, c'était le problème du DC provider, du data center engineer. Si tu avais un sysadmin chez toi qui gère les serveurs, c'est lui qui se posait les questions. Aujourd'hui, le fait que le cloud provider mette des indicateurs, ça permet au cloud engineer, au DevOps de se poser les bonnes questions et de travailler là-dessus. Ouais, je pense que ça passe encore par le FinOps et le GreenOps là-dessus. Hein. Tu vas payer plus cher si tu consommes plus d'électricité parce qu'en général, tu vas consommer plus de CPU. Mais en fait, est-ce que du coup, il peut y avoir une inversion de la responsabilité? C'est-à-dire que du coup, les ingés dans les DC, ils disent c'est à vous, les gens qui font gérer le déploiement et l'infra, c'est à vous de gérer la conso maintenant. Est-ce qu'on peut rechallenger dans l'autre sens? Est-ce que le CloudOps, il peut dire oui, mais là, pourquoi telle VM, elle consomme tant, quoi? C'est pas normal que quand j'achète une VM, je paye tant de CO2, quoi. Oui, tu peux imaginer ça. Je pense qu'avec les éléments, en tout cas de ce qu'on voit chez Google, avec les éléments qui te donnent en termes de métriques sur les data centers, typiquement j'en parlais tout à l'heure, effectivement on leur a posé la question, mais pourquoi est-ce que les data centers en Allemagne ont une telle consommation, une telle émission de carbone? On me dit, là, l'électricité, ça vient des centrales charbon. Donc voilà, ils peuvent t'expliquer ça. Et après, c'est à toi de choisir. Et ils sont capables de te dire, ce data center, ça va te coûter plus en émissions de carbone que d'autres. Par exemple, quand on travaille avec des hosting providers, un serveur qui tourne avec des SSD, on a l'habitude, on met des serveurs SSD partout, maintenant c'est bien, c'est rapide, etc. Mais un SSD, sur son cycle de vie, ça consomme plus de carbone qu'un HDD, tu vois. Et du coup, est-ce qu'on peut faire des compromis performance quand on achète ces VM, ou aujourd'hui, chez Google, les VM, tu changes de région, mais il n'y a pas une VM qui consomme 2 fois plus qu'une autre et qui est un peu plus performante. Tu vas l'avoir quand même. Ils sont capables de descendre au niveau du service, du nombre de CPU, ça va te coûter tant. Le type de disque dont tu parles, ça va te coûter tant en carbone aussi. Le type de disque, tu peux voir l'impact carbone, quand même. Tu peux voir l'impact carbone. C'est assez fin, du coup. Oui, c'est assez fin, ouais. De plus en plus, d'ailleurs. Toi, Damien, t'as des infogérants avec qui vous travaillez? J'imagine que vous n'avez pas que des applications hébergées dans le cloud, quoi. Majoritairement quand même. Majoritairement quand même. Après, notre particularité, c'est comme on est une agence, on travaille avec des clients qui peuvent déjà avoir leur infra ou pas. Donc on a travaillé un peu avec du AWS, on travaille un peu avec GCP, mais là on commence de plus en plus à s'orienter aussi sur des cloud providers plutôt locaux et qui sont aussi dans les démarches de numérique responsable. Donc on travaille avec Scaleway et Clever Cloud, qui sont donc des acteurs pour le coup, enfin Clever Cloud qui est pour le coup très local puisqu'il est à Nantes. Scaleway lui est plutôt du côté de Paris, mais j'ai pas un niveau aussi fin en tout cas que ce que tu peux évoquer sur GCP et sur les mesures, sur ces providers là.
Mais par contre, je sais qu'ils sont vraiment quand même dans une démarche, ils te donnent un certain nombre d'infos aussi pour faire tes bons choix d'infrastructure en fonction de ce que tu vas faire. On va élargir au numérique responsable, et pour ça j'ai une question de transition. Benoît, est-ce que pour réduire l'impact en CO2, c'est pas plus efficace de travailler sur les flottes de matériel des collaborateurs, quoi? Est-ce qu'on a un meilleur impact en CO2 qu'en travaillant sur les serveurs? Moi, je pense que c'est comme toute optimisation, il faut savoir quels sont les ordres de grandeur. Justement, est-ce que les ordres de grandeur sont comparables? Alors, chez nous, on a fait un audit sur l'ensemble des émissions de carbone de l'entreprise, et on a fini, le cloud, c'était 66% des émissions de carbone. Donc, on s'est attaqué au plus gros morceau. Mais effectivement, le matériel... C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vos commerciaux prennent pas trop l'avion, quoi. Oui, ou alors on consomme beaucoup trop de cloud, peut-être. On verra, tu feras le bilan dans 2 ans. Exactement. Dans 2 ans, tu pourras dire aux commerciaux, allez, maintenant, c'est votre tour. Ouais. Ah oui, non, mais certainement, il y a un moment où le transport va certainement rattraper la partie cloud. Sur les machines, pour l'instant, c'est pas encore un sujet. Néanmoins, on a des petits sujets. Par exemple, au bout de 5 ans, on renouvelle les machines, mais les machines peuvent les machines qui ont été donc remplacées peuvent être récupérées par les collaborateurs pour leurs besoins personnels. Ok. Parce que le numérique responsable, du coup, c'est plus que le Green IT. Damien, quels sont les différents volets du numérique responsable? Il y en aura plusieurs. Le premier, forcément le plus évident, c'est la réduction de l'empreinte écologique du numérique. On va aussi avoir les impacts sur le volet plutôt social et sur le volet éthique. C'est vraiment les 3 pans majeurs. L'accessibilité? Et l'accessibilité qui rentre dans la partie sociale éthique. Benoît, du coup, le numérique responsable, c'est aussi devenu un sujet dans la vie des collaborateurs avec le Covid. Est-ce que dans le numérique responsable, on pense au droit à la déconnexion aussi, par exemple? Ah oui, complètement. Ouais. Le Covid, c'était un accélérateur. On a fait passer vraiment dans la charte informatique, dans les communications au niveau recrutement, dans ce qui est signé par les managers et les collaborateurs, ce droit à la déconnexion. Et aussi, il y a tout le sujet de... ce qu'on appelle l'idée par l'exemple, montrait aussi, éviter, faire bien comprendre aux managers et à la direction qu'il ne faut pas envoyer des messages à 21h le soir. Ouais, mais tu vois, par exemple, les FinOps, ils vont dire enlever la visio, enlever la caméra en visio parce que ça me bouffe le VPN. Tu vois. Et pendant la première salle de Covid, il y a des boîtes où les VPN étaient sous-dimensionnés et c'était nécessaire de le faire. Et tu vois, maintenant, aujourd'hui, on dit aux gens aussi, le non-verbal, c'est important, voir des humains, c'est important, remettez la caméra. C'est quoi, comment on fait la politique là-dessus? Est-ce que vous arrivez à créer du consensus pour trouver le bon juste milieu? Je dirais, comme quasiment tout en informatique, c'est du compromis. T'as pas la solution magique. C'est vrai qu'avoir la caméra, ça permet de faire passer plus de choses, tu te sens plus dans la réunion, celui qui parle, il a aussi un retour plus intéressant. Et ça consomme plus. Alors, j'en ai discuté avec des collaborateurs il n'y a pas longtemps. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la caméra, mais ils changent la résolution dans les paramètres. Surtout quand c'est des présentations. Quand c'est des présentations, les personnes, c'est bien d'avoir la caméra, mais c'est des petites vignettes. Ouais. Donc, si tu es en 140 pixels, c'est pas grave. Vous êtes chez Google Apps ou chez Teams? On est chez Google Apps. Ouais, du coup, tu peux changer la résolution que tu reçois aussi. Celle que tu reçois, celle que tu envoies. Il y a du fine-tuning. Tout à fait, ouais. Il y a une fatigue numérique aussi. Parce que tu vois... moi, par exemple, si je bouge pas, si je reste assis derrière mon ordinateur, mon cerveau il s'arrête au bout de 2 heures, ça marche pas. Oui. Comment on fait pour apprendre aux gens finalement à respecter la fatigue des autres? Genre, si j'ai déjà passé 8 heures en visio, je peux dire non à la 9e réunion, tu vois, je sais pas. Oui, je pense qu'il faut laisser cette liberté-là, clairement. C'est surtout un des problèmes qu'on remarque avec le remote, c'est que tes réunions, en plus, c'est vraiment les unes derrière les autres. Tu vois, 16h59 ou 17h, tu as fini ta réunion, tu en as une autre qui commence. Ouais. T'as même pas le temps de faire un... C'est quoi les bonnes pratiques, Damien, chez vous? Et tu as aussi l'effet, juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que en présentiel, si tu as 5 minutes de retard, ça passe quoi, dans l'épaisseur du trait. En visio, quand tu as 1 minute de retard, déjà, tu es en retard. Ouais. Donc ça met aussi une pression complémentaire, surtout quand les réunions s'enchaînent un petit peu. Ouais, quand tu as l'hybride, en plus, tu as la réunion en présentiel qui prend 5 minutes de retard, vu qu'elle a commencé avec 5 minutes de retard, et puis la réunion en visio, elle n'a pas le droit d'être en retard. Ouais. C'est ça. Donc ça donne un effet un peu compliqué à gérer au quotidien. T'as les gens qui courent partout aussi pour pouvoir démarrer une visio parce qu'ils ont « Ah merde, j'ai une visio dans 2 minutes, où est-ce que je peux mettre ?» Le fameux « j'ai pas de salle ». Exactement. Mais du coup, chez vous avez eu à mettre en place des règles aussi là-dessus. J'imagine que les devs, ils sont un peu moins embêtés finalement. Genre, s'ils font déjà 8 heures de visio, c'est qu'ils n'ont pas codé, ils râlent déjà, non? Ouais, déjà, s'ils font 8 heures de visio, c'est qu'il y a un problème dans la production. Mais t'as perdu un TJM. Hein. Oui, clairement. Voire plus, parce que généralement, la visio, ça se fait pas à une personne. Et c'est vrai, ils sont pas tout seuls en réunion.
Du coup, on a mis forcément une charte de télétravail aussi pendant le Covid. Après, on avait déjà initié cette démarche-là en amont, puisqu'on avait déjà équipé tout le monde sur des flottes de portables, et on avait déjà mis en place du télétravail récurrent dans l'entreprise avant Covid. Donc finalement, on s'en tire pas si mal que ça, parce qu'il y avait déjà des choses qui étaient en place là-dessus. Pour parler d'accessibilité, Damien, le RGA, du coup, c'est une réglementation française, hein, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et il reprend plein de normes qui émergent des consensus pour le web. Mais que pour le web. Script, etc. Sur le mobile, les contrastes, etc., est-ce que les SDK nous donnent du feedback? Est-ce que les OS donnent du feedback? Alors, le RGA, en fait, il est vraiment construit et pensé que pour le web. Et ça, on le remarque bien quand on lit le plus de la centaine de points qui sont dedans. Sur du mobile, il y a déjà des choses qui sont intégrées par les OS. Il y a quand même pas mal d'existants qui permettent de construire des applications qui sont accessibles. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à faire en phase de développement. Il y a des choses à penser aussi en amont. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à anticiper. Donc nous, comme le RGA est très web, on essaye de faire une adaptation pour du mobile, puisqu'on trouve qu'il y a rien d'existant et de vraiment suffisamment tangible. Donc on essaye là de travailler quelque chose là-dessus pour justement répondre à ce manque et nous guider sur les développements des applications qui veulent être numériques responsables. Quand j'étais dev mobile, j'avais un autocollant Green Inspector et il faisait que l'énergie à l'époque. Ils font l'accessibilité aussi maintenant ou pas? Je crois pas. Alors, le cœur de métier, c'est vraiment mesure d'énergie. Ouais. Sur Android, ils peuvent se brancher directement sur les mesures. Et sur iPhone, je crois qu'ils vont se brancher à la batterie. Benoît, les applis mobiles, les applis back-office, c'est toujours un peu le parent pauvre, même en termes d'ergonomie. Et du coup, l'accessibilité, j'imagine que c'est pas la priorité non plus. Est-ce que tu penses que d'ici 5 ou 10 ans, on va changer sur ce sujet-là? Les clients vont mettre la pression pour avoir de l'ergonomie partout, quoi? Ouais, complètement. C'est vrai que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une application de gestion qu'on va trouver au sein d'une entreprise. Et néanmoins, quand on est arrivé sur le marché, un des éléments différenciants de notre offre, c'était vraiment l'ergonomie. Parce que ce qu'on rencontre, c'est quand même que les utilisateurs qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'habitude maintenant d'utiliser le web. C'est des gens qui s'attendent à avoir une certaine qualité de l'ergonomie. Donc oui, il y a 10 ans, c'est vraiment devenu quelque chose d'important, l'ergonomie des applications de gestion dans les entreprises. Je pense que l'accessibilité va arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une grosse pression de la part de nos clients. On a quelques clients qui nous ont demandé. Ça n'a jamais été quelque chose qui bloquait. Et donc, sans être catastrophique, on n'a pas un effort incroyable sur l'accessibilité de notre application. Mais ça va venir, je pense. Ouais. Je trouve que c'est intéressant, effectivement, le choix, même les décideurs dans les RH, on voit les DRH ou les VP People, quand ils achètent un SIRH ou un RHIS en anglais, maintenant ils mettent l'ergonomie en premier sujet. Et ça va être avant la démo, ils vont exclure les trucs moches, quoi. Ouais, et les trucs moches dans le monde RH, il y en a vraiment beaucoup, hein, pour le coup. Dans les applications de gestion, dans les entreprises d'une manière générale. Ouais. Et ça, c'est en train de changer. Et vraiment, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché. Tu parlais de SIRH, on a une bonne boîte sur Nantes qui s'appelle Lucas. Dans l'occurrence, la cliente, là, elle a pris Lucas à la fin. Voilà, tu vois, qui a un élément il travaille beaucoup sur l'ergonomie. Effectivement, tu compares ça à des vieux SIRH, tu fais waouh. Alors, pour elle, il y avait même un enjeu de perception de la valeur des RH. Parce que dans les 3/4 des boîtes, les RH qui font de l'admin, ils sont pas bien vus, ils sont chiants, ils répondent à des questions toute la journée. Et là, pour elle, c'était limite passer sur des démarches en ligne pour simplifier les choses, un peu comme le gouvernement qui te vend le France Connect. Oui. Et pour elle, prendre un logiciel qui a une bonne ergonomie, c'est du coup faire passer les RH comme des gens modernes et le service RH comme quelque chose de moderne, tu vois. Complètement. Et puis les collaborateurs aussi, c'est un gain pour les collaborateurs. Nous, on le voit dans nos utilisateurs. Avant, ils avaient des systèmes vraiment difficiles à utiliser, compliqués, lourds. Avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus simple, plus efficace, ils sont plus productifs, ils sont plus contents. C'est quand même un gain pour tout le monde. Ouais. Ouais, parce que pour faire le parallèle entre le PIM et le système RH, en fait, finalement, nos clients qui ont des systèmes RH, des ATS, c'est le système dans lequel tu gères les candidatures et les annonces, qui sont pas beaux. Du coup, quand ils multidiffusent leurs annonces, chez nous, on se retrouve avec des annonces dégueulasses, quoi. Oui. Alors que ceux qui ont des beaux systèmes, ils font des plus belles annonces et ils recrutent mieux, quoi. Et voilà. Et du coup, dans un PIM, il y a la même chose. Est-ce que les gens heureux font des meilleures descriptions de produits, quoi? Je pense sincèrement oui. S'ils sont dans une application qui leur permet de se concentrer sur la description de produits, se concentrer sur leur métier plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues, oui, ils feront du meilleur travail, c'est sûr. Ouais, ok, cool. Damien, vous travaillez sur des applications back-office de temps en temps aussi ou pas? On en fait un petit peu, ouais. Notamment sur
Sur les applications sur lesquelles on va travailler, la partie API, forcément on aura les back-office qui vont être développés en parallèle. Alors c'est vrai que nous, les parties accessibilité sur les back-office, c'est pas quelque chose qu'on prend, sur lequel on fait un gros travail aujourd'hui. En tout cas, ça le sera peut-être dans un avenir proche. Tout simplement parce que généralement, c'est à l'usage de 1 à 2 personnes en interne chez nos clients. Donc c'est tellement restreint finalement. Est-ce que les clients ils vont mettre des scores RGA dans les cahiers des charges maintenant? Ça peut. En tout cas, peut-être que ça peut faire partie aussi des éléments différenciants que nous-mêmes, on pourrait mettre en avant sur la réponse à nos appels d'offres. Enfin, en tout cas, c'est pour moi quelque chose qui peut venir dans la lignée directe de la démarche numérique responsable. Alors, tu as mentionné qu'il y a une centaine de points dans le RGA, c'est-à-dire que du coup, si j'ai 64 sur 100, c'est parce que j'ai validé 64 points des 100, c'est ça? Alors, j'ai plus le fonctionnement exact de la mesure, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ok, et donc du coup, est-ce que c'est dur d'avoir 60 sur 100 à RGA? Je me rends pas compte, c'est quoi les... Tu vois, sur une échelle de 0 à 100, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est accessible? Alors, encore une fois, le RGA est très axé web, mais de mémoire, je crois qu'il y a pas mal de points qui sont assez triviaux, assez faciles à répondre finalement. Par contre, il y en a d'autres qui peuvent être un peu plus impactants et qui vont demander des vrais efforts. Un peu une réponse de Normand, mais bon. Non, mais je comprends. La question qui va avec aussi, tu vois, c'est par exemple, il y a des applications où, tu vois, dans le numérique responsable, on essaie d'apporter le numérique à des gens qui n'ont pas accès au numérique, tu vois. Donc par exemple, tu vois, dans les services publics, pour faire une réservation en ligne, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, est-ce que je peux aller dans un endroit où on peut m'aider, etc. Il y a des applications qui s'adressent directement à des gens qui sont plus exclus. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu, tu vois, quand on est des fricheurs sur ce genre de terrain, on va apporter du numérique à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser? Est-ce qu'on n'est pas, tu vois, est-ce qu'on n'est pas stressé à l'idée qu'ils vont pas l'utiliser, quoi? Tu vois, finalement, comment on fait pour créer un usage qui n'existe pas parce que justement les gens sont exclus du numérique à la base, quoi? C'est des choses qui peuvent arriver. En fait, les applications mobiles vont tourner sur des OS qui ont la partie accessibilité de penser et d'intégrer de base. Il reste des choses à faire. Mais... Après, effectivement, il y a certains publics qui peuvent ne pas être à l'aise avec l'usage des applications mobiles ou des tablettes. Et du coup, pour cela, il peut y avoir des actions qui peuvent être mises en place. Et notamment, c'est le cas avec un de nos clients qui a fait développer une application de mise en relation entre des établissements de santé et des patients. Et du coup, on va avoir une application sur laquelle toute l'interface a été repensée de manière optimisée pour ce type de public qui ne sont pas vraiment au fait des usages mobiles. Donc on va avoir un vrai effort sur la partie accessibilité sur ce projet-là, avec des pictos qui vont être grossis, avec des terminologies qui sont très simples, etc. Justement, et des contrastes assez adaptés. Et c'est vraiment le public visé ici, c'est vraiment des populations seniors, pas très au fait des mobiles. Parce que quand on fait des applis mobiles, tu vois, surtout quand on a pris l'habitude de faire du natif, on essaie d'avoir sur Android une ergonomie qui soit intégrée avec le système Android et sur iOS une ergonomie qui est intégrée avec le système iOS. On a déjà eu des cas où, par exemple, si tu as une application qui est sur un device qui passe de main en main, dont ton entreprise est propriétaire, des fois, il y a des gens qui vont l'utiliser, c'est des utilisateurs d'iPhone, tu vois. Donc, du coup, tu es obligé de penser à une ergonomie qui va parler aux deux. Là, du coup, quand tu vas toucher les gens qui sont exclus du numérique, tu ne cherches plus à coller à l'ergonomie qui est celle du système, c'est ça? Non, clairement pas. Là, pour le coup, c'est vraiment une ergonomie qui change complètement. En fait, ça se rapproche un peu de ce qui peut être fait avec des technos des hybrides type React Native ou Flutter. On s'écarte. Alors, c'est moins le cas sur React Native, mais Flutter, ça peut être très facilement faisable. Parce que Flutter, tu redessines tout. Tout, hein. Et donc là, c'est vraiment, tu as la carte blanche, tu fais ce que tu veux avec ton interface. C'est l'intérêt de Flutter, c'est d'avoir exactement le même rendu sur iOS et sur Android, peu importe ce que tu fais, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est assez adapté quand tu veux vraiment faire quelque chose de très custom en termes d'ergo. Ouais. On va passer au troisième thème, la démarche RSE dans l'entreprise. Damien, est-ce que ça commence toujours par un audit, la démarche RSE de l'entreprise? Pas nécessairement. En tout cas, chez nous, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà en place, qui se sont faites petit à petit, parce que ça fait aussi partie des valeurs de l'entreprise et de l'équipe de direction. Donc, c'est des choses qui ont été... il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en place dès le début. Maintenant, petit à petit, on a un vrai enjeu d'accélérer sur ce sujet-là. Donc, on a recruté une personne dédiée à toute la démarche RSE. On a également... cette personne, du coup, a commencé à travailler sur ce sujet vraiment à bras-le-corps. Donc il y a forcément une phase d'audit entre guillemets interne qui a été mise en place pour faire un état des lieux et voir ce sur quoi on peut avancer.
Donc, c'est pas systématique, mais en tout cas, ça peut être un accélérateur. Ok. Benoît, une fois qu'on a détecté en fait, cette démarche-là, elle permet de rendre visibles les axes d'amélioration. Oui. Par quoi on commence? Alors, même avant l'audit, en fait, déjà, l'audit, c'est déjà une action, quelque part. Déjà, ouais. De demander l'audit, c'est de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Où tu te dis, il y a besoin d'aller creuser. Et mesurer, c'est projeter. Ouais, mesurer, c'est projeter. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui n'ont pas fait de physique quantique? En fait, même les développeurs connaissent le sujet. Quand on fait de l'optimisation, on va s'intéresser d'abord à mesurer quel est l'endroit où j'ai un problème de performance. Ouais. On n'optimise pas quelque chose qui est très rapide. Ça sert à rien. Ouais. Et donc, si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas agir. Et donc, on va commencer déjà par mesurer. Ouais. On peut commencer à avoir comment dire, on part d'un constat. Le constat, c'est déjà, il y a un problème. Quel est mon problème ? Après, je mesure mon problème et après, j'agis sur les différentes parties de mon problème. C'est ça, c'est que même avant d'avoir le retour de la mesure, le fait d'avoir lancé une mesure, c'est déjà donner de la considération, c'est déjà avoir une démarche d'acceptation, quoi. Tout à fait, ouais. Donc ça commence par ça, comme je disais, c'est vraiment déjà une action de faire un audit, c'est de te rendre compte qu'il y a un problème. Alors, parfois, tu es obligé, tu as la réglementation qui te pousse à le faire, et ce qui est déjà une bonne chose. Okay. Et dans certains d'autres cas, ça peut être des éléments extérieurs. Par exemple, lorsqu'on a fait notre audit sur la partie émissions carbone, il y a des clients qui nous ont demandé c'est quoi l'émission carbone. Quand on a fait notre audit sur la diversité, par exemple, ça c'était intéressant parce que vu de loin, on se disait mais tout va bien dans l'équipe, enfin on regarde l'équipe, ça va, écoute, il n'y a pas besoin de faire d'audit sur la diversité. Enfin, il n'y a pas de sujet sur la diversité chez nous. Surtout qu'on avait eu des prix dans le passé sur la diversité, etc. Entreprise exemplaire. Et en fait, tu commences à avoir quelques signaux faibles et tu dis on va quand même lancer un audit. Ouais. Et là, tu te rends compte que tu as été naïf, en fait, et qu'il y a des sujets de diversité chez toi et qu'il faut agir. C'est pas normal, quand on est privilégié, de penser que tout va bien, quoi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est vrai que en tout cas, tu peux avoir ce sentiment parce que tu as eu des éléments dans le passé qui t'ont dit oui, que ça allait et que vu de loin, ça va. Mais effectivement, c'est un biais. C'est le syndrome du survivant, c'est le biais du survivant. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a qui ont réussi, donc ça va. Et en fait, tu vois pas tous ceux qui ont échoué, quoi. Exactement. Et c'est un vrai biais. Et du coup, il faut se battre contre nos biais. D'ailleurs, une des actions qu'on réalise après l'audit, c'est de faire on va réaliser des formations autour des biais. Et puis on a embauché quelqu'un en début d'année, coucou Camille d'ailleurs si tu nous regardes, qui est responsable de toute la partie impact sociétal de l'entreprise, donc sur la partie environnementale, diversité et autres. Et donc Camille va mettre en place des formations sur les biais. Ça, c'est sur les biais de genre, sur les biais... Sur les biais d'une manière générale, ouais. Vous avez fait une déconstruction collective ? Bah, je pense, oui. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour tout le monde, moi je suis convaincu. Damien, c'est quoi les sujets chez vous justement sur la diversité de manière générale ? C'est quoi les priorités, tu vois ? Ouais, nous en fait on s'est fixé quelques objectifs là, de diversité, notamment au niveau de l'équipe, de l'équipe globale, mais aussi de l'équipe productive. On va essayer de viser 50% de juniors par exemple, là, ça fait partie de nos objectifs à 2-3 ans. Et de 25% aussi de profils en reconversion. On va essayer. C'est une démarche qui nous paraît assez importante parce que du coup, ça amène aussi déjà un peu de sang neuf dans l'équipe. Ça permet aussi d'apporter des nouvelles choses qui peuvent émerger, notamment avec les plus jeunes profils. Et les profils en reconversion, c'est toujours intéressant parce qu'ils arrivent aussi avec leur propre bagage et leur propre vécu, d'autres expériences. Et ils vont très souvent avoir un regard assez critique sur pas mal d'éléments. Sur pourquoi tu fais ça comme ça, etc. Alors que toi, ça te paraît tellement évident. Et tu remets pas en question, en fait, ce qui te paraît évident. De manière, les juniors font toujours ça. Hein. C'est ça. Pourquoi tu fais ça ? Sur IE6, on avait besoin de faire ça. Ouais, mais il n'y a plus IE6, voilà, par exemple. Non, mais ça peut être des choses comme ça, et des choses très historiques que tu fais un peu machinalement, et en fait, tu dis, mais en fait, c'est vrai, pourquoi on fait ça ? Tu viens sur iOS, moi, je faisais toujours un clean avant de builder. Parce que sur iOS 5, si tu faisais pas un clean avant de builder, c'était pas idempotent, quoi. Mais ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que les jeunes, ils le font plus. Pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien. Ah ouais. Voilà, donc avoir du profil junior dans l'équipe, c'est assez intéressant aussi pour ça. Et les profils en reconversion, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils ont aussi un bagage professionnel autre qui peut apporter une vision métier ou une vision de process métier d'autres typologies d'entreprises qui peuvent être tout aussi intéressantes. Est-ce que c'est aussi pour chercher une diversité sociale ?
Oui, aussi, forcément. Et pas forcément que pour la partie prod, mais ça apporte aussi une culture un peu plus mixte dans l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui chez BIAP? On est 40. Vous êtes 40. Dont la moitié de dev quasiment. Est-ce que tu penses que ça a évolué dans la... Quand tu montes la boîte, 5-6 personnes, en fait, tu es content d'avoir un groupe un peu homogène qui a une force cohérence. Et il y a un moment où tu dis, bon, bah maintenant, en fait, on peut plus avoir que des clones dans la boîte. Il faut chercher à avoir une boîte un peu plus diversifiée où chacun peut être soit au bureau, tu vois. Et ça va te permettre de recruter plus largement, etc. C'est à quel... D'après toi, c'est à combien de personnes? Parce que toi, tu fais partie des murs chez BIAP. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là quand c'est arrivé chez BIAP ou pas? En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été là? Donc, depuis que je suis arrivé, donc Anaïs, la dirigeante, a toujours aimé aller chercher des profils un peu différents, qui ne rentrent pas forcément dans le moule ingénieur, etc. Des profils atypiques ou pas? Je ne savais pas si je pouvais placer le terme. Ah, vas-y, tu... Mais oui, elle a toujours adoré... Tu places les termes que tu veux. Ça marche. Elle a toujours adoré les profils atypiques et du coup, c'est vrai que ça apporte quand même plus de diversité dans l'équipe. Après, il n'empêche qu'il faut quand même des profils plus classiques pour aussi cadrer et apporter une expérience un peu plus profonde. Mais c'est bien aussi d'avoir les deux types. Tu sais, c'est aussi une façon de façonner la culture d'entreprise, tu vois. À l'époque de Steve Jobs, de Apple versus Microsoft, Steve Jobs dit pourquoi tu rejoins la Navy, nous on est des pirates, tu vois. Et en fait, recruter des profils atypiques dès le début, c'est aussi dire non, en fait, on est des pirates, quoi. Et de conserver ta culture hacker dès le début. On va peut-être changer notre logo du coup pour mettre un petit fanion pirate. Je sais pas si en vrai cette image-là se plaît, tu vois. Genre, est-ce que t'as plus l'impression que BIAP c'est les pirates que la Navy, quoi? Vous préférez être des corsaires ou vous préférez être des militaires, quoi? Corsaires, je pense. Corsaires. Ouais. Mais là, tu penses quoi? Akeneo, c'est des corsaires ou des militaires? Plutôt militaires. Ouais. Mais avec. T'es quand même en short. Hein. Ouais. Non, des militaires qui se la racontent pas trop peut-être, mais en tout cas, tu vois, sur la diversité, un des éléments qui nous a boosté nous à fond, c'est vraiment l'ouverture à l'international en termes de clients et puis rapidement en termes d'équipe. Tu vois, aujourd'hui, on a que la moitié de l'équipe qui est française. Est-ce que le fait de bosser avec des clients américains, ça vous a obligé à bosser vous avez développé une sensibilité supérieure sur le sujet, j'ai envie de dire? Parce que eux, ils le font de mesurer la diversité dans les candidatures, etc. Nous, on est timide, on est universaliste, on pense que tout va bien. Oui. Je suis pas sûr que ça booste. Je dirais c'est plutôt indirect. Ça a été rapidement de bosser avec des Européens, même tu vois au sein de l'Europe, ça reste quand même des entités très différentes avec leur propre culture. Tu ne poses pas de la même façon avec les Italiens qu'avec les Allemands. Alors ça, j'ai une question à te poser. Parce que je l'ai vu sur plusieurs clients sur les dernières années. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient de l'offshore en Ukraine, et puis maintenant, les Ukrainiens, ils sont venus en France, quoi. Enfin, surtout les Ukrainiens, du coup. Ouais. Et ça change complètement le rapport, quoi. Genre, parce qu'avant, on envoyait les tâches en CDS en Europe de l'Est, puis maintenant, en fait, ils sont là à côté, quoi. Est-ce que vous avez eu ce changement-là aussi, d'avoir plus de proximité avec les équipes qui sont ailleurs en Europe, ou vous n'aviez pas d'équipe en Europe? Je ne sais pas si vous avez eu ce moment-là. Nous, notre équipe technique, elle est en France, elle a toujours été en France. Ouais. C'était surtout des clients et des équipes commerciales qui étaient dans d'autres pays européens. Ouais. Mais tu penses que dans la tech, de manière générale, il y a des boîtes qui ont pu avoir ce changement-là? Potentiellement, oui. Potentiellement. Tu l'as pas expérimenté? Ouais, non, je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai pas vu de près. Parce que il y a des équipes vous avez des équipes d'Akeneo principalement en France, vous avez des bureaux commerciaux dans d'autres pays en Europe, vous en avez dans d'autres pays, sur d'autres continents aussi ou pas? Oui, tout à fait. Il y a des moments où vous vous rassemblez tous ensemble, vous voyez tous ensemble? Oui, une fois par an. Une fois par an? C'est vraiment une obligation. C'est très difficile en fait de travailler, je trouve en tout cas, et c'est quelque chose qu'on a pu remarquer, de travailler à distance avec des gens que tu n'as jamais vraiment vus, avec lesquels tu n'as jamais passé un moment, où tu n'as jamais partagé un moment un peu convivial. C'est quoi un moment convivial partager un moment chez Akeneo? Je voulais pas savoir ce que c'était un moment. C'est quoi l'image d'Akeneo d'un moment convivial? Un moment convivial, ça peut être après le boulot ou même pendant le boulot où tu vas partager un verre, où tu vas partager à manger ensemble, où tu vas. C'est un moment de détente. C'est avant tout un moment de détente. Et t'es pas là pour avoir un objectif professionnel, mais t'es là pour découvrir qui est la personne. Alors tu peux parler du boulot, mais tu peux parler d'autres choses avec la personne. Ouais. Et c'est vraiment ce moment de détente que tu partages, qui fait qu'en face de toi, t'as un être humain, et c'est pas quelqu'un juste qui tape derrière un clavier. Est-ce que tu as lu Radical Candor ou pas? Non. Parce que c'est un élément qu'il y a dans le bouquin, je me suis demandé si tu citais la littérature. Ah non, du tout. Mais en fait, en gros, si je te fais du feedback et qu'on se connaît pas, tu vas peut-être le prendre moins bien que si on se connaît. Exactement. Et donc du coup, en fait, créer une relation, c'est aller un peu au-delà du pro pour montrer que tu tiens vraiment à la personne et pas juste à son travail, quoi.
Tout à fait. C'est ça que tu voulais exprimer C'est exactement ça que je voulais exprimer. Et c'est marrant parce qu'on le fait une fois par an, ce qu'on appelle l'AFK. C'est Akineo, c'est Away from Keyboard, juste comme ça. Enfin, et ce moment, donc on l'a fait l'année dernière, on a réuni les 350 personnes à un seul endroit. Bon, alors, l'impact carbone, justement, c'était intéressant parce que le sujet de l'AFK de l'année dernière, c'était l'impact. Et on a mis tout le monde dans un avion. Il y avait une certaine... bon. Vous aviez un A380 à vous quasiment. Et bref. En tout cas, d'avoir ces personnes, tu crées ce lien. Ce lien qui va au-delà du professionnel, et tu vois que la qualité des échanges après n'a plus rien à voir. Et que ça monte beaucoup moins vite dans les tours quand il y a des problèmes. C'est au moment des crises que tu vas pouvoir voir la valeur d'avoir fait rencontrer les gens. Ouais. Et lorsque tu l'as pas fait, tu vois que ces gens qui ne se sont jamais rencontrés en vrai, ils vont peut-être perdre un peu de bienveillance quand les sujets deviennent difficiles. Ouais. Damien, vous voyez, où tout le monde est à Nantes, quoi. Tout le monde est à Nantes. Ouais. Mais après, c'est un sujet qui fait complètement sens. Est-ce que vous allez recruter des Rennais un jour pour être plus inclusif envers les Bretons? Ah, je sais pas quand même. C'est pas... non, il n'y a pas de problème. T'avais un truc en tête, je l'ai perdu. Ouais. Non, mais enfin, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est juste... moi, ça me semble complètement naturel de rencontrer les personnes aussi sur le plan personnel avant tout, pour aussi répondre au mieux derrière sur des objectifs professionnels ensemble sur de long terme. Enfin, c'est... le fait de rencontrer des personnes et vraiment de l'humain, c'est assez primordial. On travaille avec de l'humain avant tout, en fait. Est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le gender score, le parental act, tout ça, c'est pas que un avantage social, c'est aussi pour vous une façon de créer plus que du travail ensemble et créer du lien qui va vous permettre de relever des challenges? C'est aussi dire que dans le cas de l'entreprise prend en compte la vie, que les gens n'ont pas qu'une vie professionnelle. Tu vois, le parental act, alors maintenant, effectivement, c'est passé dans le droit, mais le fait d'avoir un mois complet payé pour le deuxième parent, c'est un élément qu'on a mis en place assez vite et qui montre, oui, alors votre vie professionnelle a un impact sur votre vie personnelle et donc on en prend acte de notre côté et donc on essaie de simplifier les choses pour vous. Parce que vous faites du produit, vous vendez des licences, mais chez Biap, vous vendez du service. Typiquement, les gens qui ont un petit peu d'absentéisme, c'est du chiffre d'affaires en moins, quoi. Comment on accepte... tu vois, vu les gens ils viennent entiers au bureau, il y a des gens qui ont besoin d'être absents plus souvent pour des raisons de santé, pour des raisons personnelles. Tu vois. Comment on arrive à faire rentrer ça dans la marge, dans la culture de l'entreprise, tu vois? Alors après, c'est vrai que le sujet d'absentéisme, on n'est pas trop impacté, mais c'est... dans tous les cas, ce qui est important, c'est de tenir compte de la vie personnelle, enfin en tout cas de l'impact de la vie personnelle d'un collaborateur sur son rythme professionnel. Enfin, s'il y a des vrais... on peut pas faire un cloisonnement complet en fait entre les deux. C'est une chimère pour moi qui n'existe pas. Enfin, tu peux pas arriver le matin et puis oublier tous tes tracas personnels et puis te dire que ça va bien se passer toute la journée, et inversement rentrer chez toi le soir et te dire que tous les problèmes que tu as pu avoir dans la journée... On n'est pas des robots, quoi. Ouais, c'est ça, on n'est pas des robots. Donc tu es obligé de composer avec les deux, et de toute manière, ça veut dire que du coup tu dois prendre en compte les deux en permanence, et s'il y a des ajustements à faire, t'en discutes avec ton manager, on trouve des solutions et puis on s'adapte. Et est-ce que vous pensez qu'une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs et de ses collaboratrices de cette façon-là, les collaborateurs et les collaboratrices prennent soin de l'entreprise en retour? Est-ce qu'il y a ce ROI qui est là vraiment et qui est peut-être pas mesurable, mais qui est sincère, quoi? Je pense que oui, naturellement, je pense, sans forcément aller rechercher, mais t'as forcément les gens se sentent peut-être plus écoutés ou plus investis, enfin plus reconnus, quoi, finalement. Est-ce qu'ils vont faire le truc en plus pour que le client soit content? Est-ce qu'ils vont, rester plus longtemps dans l'entreprise? Parce que quand tu es dans une entreprise qui prend vraiment soin de toi, tu te dis, changer de poste, même si le salaire est mieux, je vais peut-être perdre toute ma qualité de vie, quoi. Ah oui, complètement. Oui. Ça peut être un élément vraiment différenciant. Ok, c'est cool. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en profite pour remercier mes invités. Est-ce que c'était cool? C'était cool, merci beaucoup. Ouais. Vous pouvez rencontrer Akeneo et Biap sur le dispositif Un Job à Nantes. Vos annonces sont bien sur la cantine numérique, sur le job board de la cantine numérique. C'était le 3e épisode de notre série Par le CTO avec Un Job à Nantes. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur la chaîne YouTube. Il y a une playlist exprès pour ça. Et abonnez-vous pour les prochains épisodes. Très prochainement, on va publier un sujet sur l'externalisation des compétences IT en scale-up. C'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours surpris qu'il y ait autant de prestats dans les startups. On n'en parle pas assez. Et on va en parler avec Vincent de RCA, Guillaume de Nickel et Thomas de Chaudot.
parce que c'est cool. C'est cool. Vous avez envie de regarder Pire. Ah bah carrément. Belle équipe en tout cas. Belle équipe. Super. À bientôt. Bisous.